En 2014. 2014, c'était avril ou mai. Je suis venu en premier lieu 2 mois ici à la métairie. Je ne suis pas venu pour le programme, je ne connaissais pas du tout le programme. Je suis venu parce que ma vie était en lambeaux, c'était une catastrophe totale. Je consommais divers produits tous les jours. Et puis je me suis rendu compte que j'allais soit mourir si je continuais comme ça, soit tout perdre. Et ma famille, mon travail et sûrement la vie aussi. Et puis j'avais surtout plus d'argent non plus. Donc j'avais épuisé toutes les possibilités de consommer. Euh, J'avais fait des trous partout. Et puis j'ai eu une espèce de petite étincelle en me disant qu'il faut vraiment que j'aille en clinique pour essayer de faire un break, pour essayer d'arrêter d'être sous l'obligation de consommer des produits à une haute fréquence. Et puis le hasard m'a amené ici parce que au départ je voulais pas aller dans mon canton d'origine, je voulais pas rencontrer soit des clients, soit des gens que je connaissais. Et puis j'ai regardé sur internet, voilà, clinique, etc. Et puis le site internet m'a plu. Et je me suis dit que voilà, c'était peut-être la solution de me mettre au vert, d'oublier mes problèmes et puis de venir me concentrer vraiment sur une abstinence pendant quelques temps et de pouvoir m'éclaircir l'esprit, quoi. Et je suis arrivé en psy général, je crois que c'est comme ça qu'on dit ici à la métairie. Et rapidement, on m'a parlé du chalet à l'époque, c'était l'endroit où il y avait effectivement ce programme de l'UMD. Et puis on pouvait, en tant qu'externe à ce programme, aller à 14 heures se joindre au groupe, un des 3 groupes quotidiens. Et c'est là que j'ai découvert ce que c'était que le programme, j'ai découvert ce que c'était que la dépendance au final, parce que malgré les recherches que j'avais fait auparavant, les tentatives de recherche d'aide pour savoir comment je pouvais éventuellement arrêter de consommer, pourquoi est-ce que je consommais, etc. On m'a jamais parlé de la dépendance. Et puis je me suis vite identifié au partage des gens. Mais rapidement aussi, j'ai vu qu'il y avait un programme en 12 étapes qui me semblait beaucoup trop contraignant. Et puis que je plaignais un petit peu l'Assemblée de devoir faire toutes ces démarches-là parce que moi, je n'avais pas envie de faire tout ce travail sur moi. Et puis je suis sorti après 2 mois. Je fais la version courte là, après je sais pas si on va détailler un petit peu, mais. Et je suis revenu, donc je suis sorti en juin 2014 en pensant que je pouvais encore consommer modérément. Et j'ai jamais consommé modérément toute ma vie de toute façon, donc je ne m'étais pas forcément rendu compte auparavant, mais là c'était vraiment la preuve par A plus B. Et puis l'abstinence qui était aussi proposée dans ce programme de 12 étapes, j'y adhérais pas non plus au début, la première fois que j'avais eu contact avec ça. Et surtout avec l'alcool. L'alcool, je pensais que c'était ok, je buvais trop, je sortais beaucoup, mais c'était tellement implanté socialement que ne pas consommer à vie, c'était vraiment pas du tout quelque chose d'envisageable pour moi. Et puis en ressortant, je me suis rendu compte que c'est par l'alcool que je commençais à consommer, et puis que dès que je consommais de l'alcool, j'allais consommer beaucoup plus, puis j'allais consommer aussi tous d'autres produits. Et puis que le schéma se répétait, que j'arrivais pas à rentrer, que je me retrouvais le lendemain matin alors qu'il faisait jour, et puis en me disant comment je me suis fait niquer, en gros. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai été entre deux quand même toujours suivi par la thérapeute des lieux. Et puis qui m'a conseillé de revenir, quoi. Elle m'a dit il n'y a pas d'autre possibilité, si vraiment te sentir, il faut revenir, puis il faut faire ce programme en 28 jours. Et pour moi c'était inconcevable parce que c'était vraiment un immense échec, quoi, d'avoir fait 2 mois ici, et puis de retourner une deuxième fois 2 mois après, quoi. Sauf que j'ai bien réalisé que tant que je consommerais de l'alcool, j'aurais ces problèmes à vie, quoi, au final. Donc j'ai su qu'il y avait une possibilité ici de me rétablir. Et puis il a fallu que je revienne, quoi. Et ma femme m'a un petit peu aidé en partant de la maison avec les enfants, en me disant que si je voulais continuer une vie de famille, il fallait que je retourne en clinique, qu'elle avait remarqué qu'il y avait une solution là-bas, et que tant que je ne prendrais pas cette décision-là, je ne reviendrais pas avec les enfants.
Et là, je me suis dit, bah voilà, acculé totalement, où il n'y a plus beaucoup de monde qui voulait me parler non plus, j'avais pas de solution. Et bah voilà, je me suis dit, ok, on va tenter ça, quoi. Alors à vivre au quotidien, c'est un enfer, on va dire. Mais c'était pas, c'est devenu, c'était insidieux. C'était pas tout de suite l'enfer en fait. C'est pour ça que c'est très compliqué de pouvoir parler à l'extérieur, parce que, ben voilà, on s'est connus très jeunes avec Maxime, donc au départ on faisait la fête ensemble. Enfin c'était quelque chose. On avait 18 ans quoi, donc c'était normal de faire la fête. Ça a duré un certain nombre d'années. Mais Maxime, c'était quand même toujours un peu le pire dans les soirées. Donc c'était un petit peu l'attraction. Ah tiens, qu'est-ce qu'il a fait hier Ah, il ne rentrait pas d'heure. Et puis moi, je vivais ça un peu comme un affront, quoi. Parce que ben, j'aimais pas en fait cette image qu'on donne finalement, que lui donnait, mais que moi aussi je donnais. J'étais un peu la rabat-joie, souvent, parce que moi je planifiais nos soirées à dire on rentre pas trop tard. Enfin, je contrôlais tout, quoi. Voilà. Donc j'étais la rabat-joie. Et donc ça, c'était vraiment le début de nos années. Et après, on a eu des enfants, donc moi je me disais que ça allait changer, que la vie allait changer. Ça elle a changé pour moi, mais elle n'a pas changé pour lui. Donc là, ça a été la première scission, on va dire, de vivre cette dépendance au quotidien. Mais au départ, ça restait quand même, on va dire, festif, entre guillemets. C'est-à-dire que c'était pas tout le temps, mais c'était quand même de pire en pire. Et puis, lors de l'arrivée de notre fille, donc notre deuxième enfant, là, ça a été vraiment l'enfer. Les 3 ans, les 3 premières années de sa vie, ça a été un enfer pour toute la famille, en fait. Et je dirais que... Oh non, moi, j'en parlais pas beaucoup. Enfin, j'en parlais beaucoup avec son père, qui finalement était, entre guillemets, son employeur. Ben voilà, en fait, pour qu'il me sauve, quoi, parce que j'en pouvais plus. J'avais envie qu'il aille. Moi, j'y arrivais pas, donc peut-être lui, il y arriverait, quoi, en le menaçant. Je savais rien, en fait, mais il fallait que quelqu'un fasse quelque chose pour moi, quoi. Donc c'était un peu, c'est mal fait, mais ça a été un peu mon souffle-douleur, son père, quoi. Ça a été celui sur lequel je m'appuyais. Puis en fait, j'étais une bonne victime. Donc, puis tu te rends pas compte, il est pas rentré cette nuit. Et puis, donc, c'était vraiment, c'était à lui et son frère, à Maxime, sur lesquels je m'appuyais le plus. Dans ma famille à moi, c'était beaucoup plus léger. C'est-à-dire que, ouais, bon, ben voilà, il est sorti, mais je minimisais. Parce que je pense que j'avais aussi honte de ma situation, honte de ce que je donnais aussi à mes enfants, enfin, etc. Donc j'avais d'un côté où je me victimisais beaucoup et de l'autre côté où je faisais comme si tout allait bien. Et puis entre deux, il y avait sa maman qui était, je pense, celle qui agissait le plus justement possible. C'est-à-dire qu'il me soutenait, mais qui essayait pas de rentrer justement dans ce cycle, quoi. Elle avait fait le choix de plus être dans le contrôle, en fait. Mais elle était présente pour moi, elle était présente pour ses petits-enfants. Donc voilà, je pense que c'était un peu ça le schéma familial. Je pense que dans sa première démarche de venir en clinique, j'ai été un élément déclencheur dans le sens où on n'habitait plus ensemble. Enfin, ça faisait quelques mois qu'il était parti de la maison. Et en fait, j'ai été énormément dans le contrôle durant cette période. Et il y a un jour où il y a eu un événement qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il est déjà il faisait plus, en fait, il jouait plus du tout son rôle de père, de mari. Donc le rôle de mari, moi j'avais finalement
laissé tomber. Je m'étais dit, bon ben voilà, il est plus capable. Par contre, je tenais beaucoup à ce qu'il continue son rôle de père. Il en était incapable, mais ça, je le savais pas, quoi. Et je l'ai beaucoup harcelé avec ça, jusqu'au jour où, c'était quelques semaines avant qu'il décide de partir en clinique, où voilà, où il y a eu une histoire qui est montée en épingle. Enfin voilà, vraiment où j'ai pris conscience que j'avais affaire à un toxicomane, quoi, parce que je me voilais la face, quoi, clairement. Je me disais non mais ça va aller. Et puis là il y a eu une histoire, j'entends, où je me suis dit non mais là Céline, faut que t'arrêtes, quoi. Et là je lui ai dit écoute, pour moi c'est plus possible, il faut qu'on arrête. Et puis j'avais dit je veux demander le divorce, quoi, c'est plus possible. Alors je sais pas si c'est ça, c'est l'élément déclencheur, mais en tout cas pour moi, j'étais claire avec moi que ça pouvait plus continuer. Et je pense que le fait d'avoir été claire avec moi, peut-être lui aussi l'a ressenti, ou en tout cas a perçu quelque chose que vraiment ça volait en éclats. Et peut-être ça a fait qu'il a pris cette décision. La deuxième fois quand il est vraiment venu à la métairie pour se faire clairement soigner sa dépendance, moi je suis partie de la maison parce que je me suis rendu compte que le schéma se répétait, voilà. Et pour moi c'était clair que je ne pouvais pas continuer de vivre cette vie. J'avais vécu finalement le fait quand il n'avait pas été à la maison pendant ces 2 mois, quand il était loin. Moi j'ai aussi pris conscience de plein de choses. J'ai vu que je m'en sortais aussi avec mes enfants, voilà, que je pouvais être indépendante finalement. Même si c'était pas encore tout clair, mais enfin il y avait des bribes de choses qui pouvaient faire que je voulais plus de cette vie, quoi. Et malgré tout, sa première visite en clinique, elle m'a quand même montré qu'il pouvait changer, parce qu'il avait d'autres discours. Il n'est pas tout de suite sorti de clinique à consommer. Enfin, il y avait des discours qui sortaient de lui où je me disais, oui, il y a quand même quelque chose qui est entré, quoi. Donc quand la consommation a recommencé, je me suis dit non mais moi je veux pas de ça. Donc je suis partie de la maison, clairement, en disant mais si tu veux pas te soigner, pour moi ce sera plus possible, quoi. Alors au début, ce qui m'a fait revenir ici, c'est l'identification que j'ai pu trouver quand les autres patients racontaient leurs problèmes et puis leur vie. Moi qui pensais que j'étais sans volonté et puis quelqu'un de vicié, entre guillemets, et ben, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui souffraient des mêmes problèmes que moi et qui n'étaient pas forcément des mauvaises personnes, quoi. Et puis ce qui a fait réellement la différence, c'est l'encadrement. La thérapeute qui est aussi une personne qui est abstinente depuis une certaine durée. Et c'est ce qui fait vraiment la différence dans le sens où elle connaît ce que nous on a vécu ou ce qu'on vit. Alors qu'une autre personne peut-être pourrait dire j'imagine ce qui se passe quand vous faites ça ou ça, ou j'imagine par quoi vous êtes passé. Et ben, la thérapeute en question, elle va nous dire je sais, parce qu'elle l'a vécu aussi. Et puis je crois que c'est beaucoup plus difficile à mentir à une personne qui est comme nous qu'une personne qui est un petit peu extérieure à ce qu'on ressent, quoi. Donc on ne peut pas lui faire, entre guillemets, quoi. Et ça fait toute la différence parce que justement, inconsciemment, ou du moins, moi ce dont j'avais besoin, c'est qu'on me mette les points sur les i et puis qu'on arrive à m'ouvrir l'esprit au final. Et puis qu'on me dise, ben voilà, ta responsabilité, elle est là, et puis elle est là. Et puis, ben, il y a des solutions malgré tout. Donc il y avait ce mélange en fait de confrontation qui était parfois assez violente, parce qu'on n'a pas l'habitude. Enfin, en tout cas pour moi, en tant que dépendant, je me suis toujours un petit peu senti à part, je me suis toujours senti... j'arrive un peu à manipuler les gens, j'arrive à faire en sorte qu'on s'apitoie sur moi, quoi. Et ça, j'ai réussi à faire avec d'autres thérapeutes aussi, et là, j'ai pas réussi à le faire, quoi. Et donc, il y avait cette manière assez confrontante de casser cette espèce de barrière. Et c'était très violent, et puis en même temps, il y avait beaucoup d'empathie, et puis ça équilibrait bien les choses.
Et au fil du temps que j'étais dans ce groupe de 12 étapes, dans ce groupe de personnes, ben, je me suis surpris à devenir de plus en plus honnête, quoi. Ouais, il faut aussi comprendre que tout ce qu'on fait en tant que... Tout ce que j'ai fait durant ma dépendance active, ça crée beaucoup de honte. Et ça crée beaucoup de secrets parce que on sait ce qu'on fait, on n'a pas du tout envie que les autres sachent réellement ce qu'on a fait. On a de l'estime de soi qui est assez médiocre. Donc on a tendance j'avais tendance à me créer un espèce d'univers et puis à masquer ma réalité, quoi. Et c'est drôle parce qu'à force que j'étais dans ce groupe-là, bah, il y a des petites bribes de vérité qui sortaient. Et c'était très très soulageant. Et bah, au fil du temps, il m'est arrivé, après quelques jours, d'avoir raconté quelque chose en groupe, puis de revenir dessus pour dire écoutez, je m'excuse, mais là j'ai raconté n'importe quoi, c'est totalement faux ce que je vous ai dit, la vérité c'est ça. Et je sais pas pourquoi, c'est miraculeux. Ça crée un soulagement qui est gigantesque, ça libère vraiment la conscience et c'est super thérapeutique pour moi. La première visite elle était assez froide, on va dire, la première fois que je suis venue. Mais en fait, j'ai découvert en fait les gens qui étaient là avec lui. J'ai vu des personnes qui rigolaient. Ça m'a donné de l'espoir en fait, de voir ces gens. Alors, je sentais, voilà, Maxime je le sentais pas, mais parce qu'il avait beaucoup de, enfin je pense qu'il avait beaucoup de ressentiments contre moi. Moi j'étais un peu sur la réserve parce que je me disais ben, qu'est-ce qu'il va penser, enfin voilà, j'avais beaucoup de codépendance qui faisait surface. Mais finalement de voir ces gens, il faisait beau, enfin d'être dehors, de voir des gens qui rigolent, qui jouent, enfin voilà, ça m'a donné de l'espoir en fait. Je me suis dit ah purée, ouais, il y a quelque chose qui se passe. Après ma deuxième visite, enfin je sais plus, c'était ma deuxième, enfin très vite, moi j'ai vu Sylvie avec Maxime, enfin, comme un regroupement familial si on veut bien. Et moi je pense que ça a été un peu le déclic pour me dire que les choses allaient changer, mais pas que pour lui. Tout d'un coup j'ai réalisé que, enfin je me rendais compte qu'il y avait un truc qui cloche avec moi, mais tout d'un coup j'ai réalisé que si je voulais faire quelque chose pour cette famille, je devais aussi mettre la main à la pâte, quoi. Que ça n'allait pas être juste j'arrête de consommer, enfin l'autre va arrêter de consommer et puis tout va changer. C'est-à-dire que la thérapeute elle m'a bien fait comprendre que j'avais aussi un rôle à jouer, qu'il n'avait pas été que bon mon rôle, que j'avais aussi des responsabilités là-dedans, avec beaucoup de bienveillance, hein. Ça n'a pas été parce que j'étais beaucoup sur la réserve, je suis encore assez susceptible, mais ça a été fait vraiment d'une manière où je me suis sentie appartenir à la famille. Je n'étais pas mise de côté, on va s'occuper juste de Maxime et puis ben, toi tu suivras, quoi. Non, j'ai vraiment été impliquée là-dedans et là je me suis rendu compte que j'avais aussi une part de responsabilité, mais que tout pouvait changer, clairement. Ouais. Alors c'est un programme, c'est les alcooliques anonymes qui ont développé, si on peut dire, ce programme-là. Au départ, il n'a pas été de 12 étapes, elles se sont faites au fur et à mesure. Et puis après, ça a été repris rapidement par d'autres groupes, d'autres associations, telles que Narcotiques Anonymes, mais aussi plein d'autres associations qui offrent des possibilités. Là, je suis en train de me brouter et puis d'intellectualiser, je suis désolé. On va la refaire, ça va pas du tout. Ouais, vas-y, laisse filer 2-3 secondes et puis tu okay, repars quand tu veux. Je parle des alcooliques anonymes quand même. Ouais. Important ou pas. Ouais. Dans le cadre de la thérapie ici, par rapport à la dépendance, il y a des intervenants qui viennent. Ce sont des personnes qui sont dépendants, abstinents, tels que des membres des alcooliques anonymes ou des narcotiques anonymes par exemple. Et puis les patients ont la possibilité aussi d'aller dans ces groupes de parole à l'extérieur de la clinique.
Et puis le programme en 12 étapes vient des Alcooliques Anonymes. C'était repris aussi par la suite par les Narcotiques Anonymes et puis par d'autres associations. Et puis, je ne sais pas si on veut parler de programme de développement personnel au final, mais c'est un programme qui va nous faire nous poser les bonnes questions et nous permettre d'évoluer, d'affronter un peu la vie comme elle est, et puis de grandir, de prendre un peu de maturité. Et pour moi, c'est hyper important parce que si dans mon cheminement de vie de consommateur, j'enlève uniquement la consommation et puis que j'essaye pas de faire autre chose pour que ma vie change, il n'y a quasiment aucune chance pour qu'un jour ou l'autre la consommation ne me reprenne pas si je ne mets pas en place des choses nouvelles. Et puis ce programme-là permet voilà, d'évoluer et puis de grandir. Oui, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a beaucoup de secrets dans une vie de dépendant qui consomme, parce qu'il y a beaucoup de honte par rapport aux actes qui sont posés. Et puis le fait d'arriver ici, quand moi je suis arrivé, et puis que j'ai entendu des témoignages de personnes qui, en s'exprimant, auraient très bien pu raconter ma vie, ça m'a permis de voir que je n'étais pas seul, qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans le même cas que moi. Et puis oui, j'ai aussi appris la notion de maladie, et qu'au final, c'est une maladie, c'est pas une tare, c'est pas un vice. C'est une notion que j'ai appris ici. Je connaissais pas ce que c'était le déni. Semblerait-il que c'est un mécanisme de protection. Surtout, moi, le déni m'empêchait de voir la réalité de ma vie. La réalité de ma vie, la conséquence de mes actes. C'était jamais de ma faute au final. C'était toujours la faute de la société. Moi, je suis né un petit peu trop tôt. J'avais pas mal de problèmes de santé quand j'étais gamin, les 2-3 premières années de ma vie. J'ai eu de l'asthme aussi. Et puis, c'est vrai que cet environnement m'a fait me sentir un petit peu à part déjà du reste des gens. Ça m'a fait ressentir une certaine fragilité, qu'on pouvait me faire passer plus de choses peut-être qu'un autre parce que moi j'avais ces maladies, etc. Et puis je crois que ça m'a conditionné aussi dans ce sens-là. Et puis ça m'a en tout cas conforté dans le sentiment d'être un tout petit peu à part. Et puis le déni c'est quelque chose de puissant, quoi. Et, le déni, moi je me suis rendu compte qu'après coup, j'attisais des conflits avec mon épouse pour pouvoir se faire une bonne engueulade et puis au final justifier le fait que si c'est comme ça de toute façon je me casse et puis je sors et je vais consommer, quoi. Ça légitimait en fait ce genre de choses là, quoi. Et puis quand je suis arrivé ici, à force d'être abstinent et puis de faire tous ces groupes de parole, d'entendre aussi les récits des autres, parce que c'est souvent plus facile de voir chez les autres que chez soi là où le déni peut agir. J'ai réussi à ouvrir les yeux, quoi, sur quelles étaient en fait mes responsabilités dans cette consommation, quoi. Et puis au final que je pouvais toujours essayer de me réfugier derrière n'importe quelle excuse, mais au bout d'un moment, si je voulais changer, j'avais qu'à prendre mes responsabilités en face et puis poser des actes qui m'amèneraient à pouvoir changer et arrêter de chercher n'importe quelle excuse. Alors, je suis abstinent depuis le 18 septembre 2014. Là, dans quelques jours, si tout va bien, je vais fêter 6 ans d'abstinence. Donc, pour l'anecdote, à l'époque, quand je suis arrivé ici, je idéalisais, je fantasmais sur la semaine d'abstinence parce que je me disais que c'était totalement impossible d'y atteindre. Chaque jour compte au début, c'est incroyable. Chaque jour, c'est vraiment une grosse victoire, quoi. Et puis, faut faire attention après à ne pas banaliser non plus ça, parce qu'avec le temps, j'aurais tendance à prendre l'abstinence pour quelque chose de normal et d'établi. Et c'est complètement faux. Et pour la parenthèse aussi, ce qui me permet de rester abstinent maintenant, c'est parce que je garde toujours en tête que je suis dépendant. Et puis que si je ne fais pas attention, il y a toujours ma tête qui va vouloir aller chercher quelque chose d'extérieur pour essayer de remplir des fois une espèce de vide. Et puis je continue à aller plusieurs fois par semaine.
dans ces fameux groupes 12 étapes. Et c'est ça qui me permet de maintenir le déni aussi à distance. Et puis de voir aussi où j'en suis et d'écouter d'autres partages. Ça peut faire beaucoup de bien. Et ça me rappelle des fois quand des jeunes arrivent, des jeunes dans leur établissement, on va dire ça comme ça, et puis qui viennent de rechuter, ou qui sont encore dans la consommation, et puis qui racontent leur quotidien, cette folie du quotidien, on n'a vraiment pas du tout envie d'y retourner. J'ai beaucoup de chance parce que les obsessions de consommation, elles m'ont assez rapidement quitté, malgré tout. Mais il y a une chose qui est importante à mon avis, tout est toujours suggéré dans ce programme de rétablissement, il n'y a pas d'obligation. Mais si on fait preuve d'un minimum de recul, si on sait que ça fait plus de 70 ans, qu'il y a des millions de gens qui se rétablissent grâce à ça, en appliquant ça, il est peut-être bon de suivre en fait ce qui nous est suggéré. Et moi j'ai toujours extrêmement peur de rechuter. Et au départ j'ai eu très peur de rechuter. Quand je suis arrivé ici, pour moi c'était impossible d'arrêter de consommer. Voilà. Je sortais de 3 ans de consommation quotidienne de plusieurs produits. J'avais beau mettre tout ce que je voulais en œuvre, je n'arrivais pas à lutter contre ces obsessions. Il fallait que j'aille consommer, quelles que soient les conséquences familiales, financières, etc. Donc, quand j'ai retrouvé l'espoir de me dire il y a peut-être une possibilité, je voulais surtout pas retourner d'où je venais. Et puis, j'ai fait le bon élève, entre guillemets. Pour la première fois de ma vie, j'ai fermé ma bouche et puis j'ai vraiment écouté ce que les anciens ont fait. Et puis ça passe par différentes petites choses à appliquer, c'est des actes qu'il faut poser. Ça peut être le téléphone, tous les jours il est bien d'appeler quelqu'un au début pour établir une espèce de contact, pour lorsque les obsessions peut-être seront trop importantes, avoir la facilité à prendre le téléphone puis dire je vais consommer, j'ai envie de consommer, comment est-ce que je dois faire. On a aussi de la littérature dans ces programmes, qui sont soit des récits d'expériences d'autres membres ou des témoignages, et puis d'assister aux réunions, quoi. Et en faisant ce qui m'a été suggéré de faire, j'ai passé les 2 premières années qui sont assez critiques, sans trop de difficultés par rapport à la consommation. Et puis j'ai fait pendant 2 ans, j'ai fait 4 réunions par semaine. J'en ai fait 3 par semaine et la 4e c'était la post-cure. Parce qu'une fois qu'on sort des 28 jours, on a la possibilité de venir 1 fois par semaine ici. On retrouve soit les gens qui étaient avec nous dans le groupe, on est mêlé aussi aux nouveaux qui arrivent. Et il y a de nouveau cette appartenance au groupe qui intervient. Il y a cette immensité, je dirais, de gens qui sont dépendants et qui se rétablissent, qui est hyper importante. Et qui permet de voir l'évolution de chacun, quoi. Et voilà, je pense que tout ce que je fais et que je continue à faire maintenant me tient à l'écart des obsessions, quoi. Moi, je vais en réunion maintenant, plus forcément pour parler de mes problèmes, pour lutter contre une envie de reconsommer, mais pour parler peut-être des difficultés que j'ai au niveau relationnel avec les gens ou ce genre de choses-là, quoi. Et je sais que ça me tient à l'écart. Plus maintenant, mais au début du rétablissement, oui, j'étais beaucoup sur la réserve, j'avais beaucoup de peur. Donc ça, c'est clairement. Et puis maintenant, j'ai plus peur de la rechute, parce que je sais que moi, j'ai mes armes aussi. S'il y a une rechute, je sais ce que je dois mettre en place pour moi, ce que je dois mettre en place pour mes enfants, pour ma famille. Et pour lui aussi accessoirement. Je pense, alors bien sûr qu'il y a des vieux réflexes qui pourraient revenir, mais maintenant j'ai tellement d'outils et je sais ce qui marche aussi. Je sais, en fait, tout ce que j'ai fait pendant des années, ça n'a jamais marché. Et puis ce que je fais depuis peu d'années, c'est ce qui marche, quoi. Donc je sais que j'ai des outils si ça devait arriver. Voilà. Mais j'ai plus peur de la rechute. J'ai pas peur de la rechute parce que j'ai quelqu'un à côté de moi qui vit son rétablissement. Enfin, j'ai pas de peur, quoi. Il me ment plus. Enfin, j'ai vécu tellement de mensonges. Maintenant, je sais quand quelqu'un me ment. Comme quand je vois des gens qui consomment, je sais qu'ils consomment, même s'ils disent oh. C'est des choses que je perçois.
Donc j'ai quelqu'un qui est honnête avec moi, qui me dit les choses quand elles doivent être dites, qui essaye pas de noyer le poisson. Donc j'ai pas peur de ça, du tout. Par contre, s'il y a des signes qui commencent à devenir, ben oui, mais j'aurai des outils pour mettre en place tout ça, quoi. Les premiers temps, c'est un peu dur, je trouve à dire, mais je me suis vraiment conformée à sa vie, en fait. J'ai jamais rechigné à ce qu'il aille à une réunion, j'ai jamais dit « Oh, mais tu repars ce soir », jamais, jamais. Vraiment, ça a été... C'est comme si je m'étais mis en arrière-plan pendant un petit moment. Vraiment, alors ça n'empêchait pas que des fois j'étais pas d'accord, mais vraiment je pense que ça a été entre guillemets ma force ou une grosse codépendance, mais c'est que vraiment j'ai laissé vivre son rétablissement, ses groupes, etc. C'était vraiment le tout début. Et après, ça a été tout un nouveau style de vie parce que moi, j'étais quand même un peu sur la défensive parce que je me disais, mais si je parle trop, il va repartir. Si je dis, si je suis pas d'accord avec lui, il va plus m'aimer, donc il va s'en aller. Enfin voilà, parce que je voyais qu'il évoluait, donc je me disais, mais voilà, on n'est plus comme avant. Donc si je suis pas finalement comme lui, il attend que je sois. Ça pourra pas continuer. Donc et ça a été des mois et des mois je pense, de groupe aussi de mon côté, de voir la thérapeute aussi après mon couple. Moi, ça m'a énormément aidée, mais vraiment. J'ai beaucoup pleuré, hein. On se le cache pas. Mais voilà, en fait, j'ai dû réapprendre à prendre une place, mais comme lui, il a dû réapprendre à prendre sa place de mari, de père, etc. Moi, j'ai aussi dû réapprendre à prendre ma place. Parce qu'avant, dans la dépendance active, je faisais tout, quoi. Enfin, mais aussi parce que je m'autorise, enfin, parce que je voulais tout contrôler, donc je faisais tout, je laissais pas de place à l'autre. Et là, on a dû réapprendre tous les deux à reprendre notre place au sein de la famille, donc du couple, de tout, quoi. Donc ça a été un peu les premiers mois. Puis après, c'est comme si finalement, comme si le rétablissement prenait le dessus sur tout le reste, en fait. Sur la façon de penser aussi, tout change. Moi aussi, je sortais aussi de mon déni, finalement, de certaines choses que je faisais et puis que je me rendais même pas compte. Et puis ça, c'est aussi grâce à lui qui m'a amené aussi à tout d'un coup à avoir une ouverture d'esprit sur autre chose. Parce que moi c'était non d'office, point. Puis après, peut-être on pouvait discuter. Mais à la base, c'était je me ferme. Des fois, c'est encore un peu comme ça. mais quand ça venait de lui, souvent, je me fermais, forcément. Mais là, je me suis dit, voilà, lui, il change, je vois qu'il change. Donc, pourquoi je ne prendrais pas aussi un peu de ça pour moi, quoi. Premièrement, ce sont ces actes qui m'ont, entre guillemets, forcé à me bouger pour essayer de reprendre les rênes de ma vie, entre guillemets. J'aimais pas trop au départ, j'aimais plutôt dire que c'est parce que j'avais eu un éclair comme ça, parce que j'ai plus d'argent. Mais certes, il y a ça, j'avais plus d'argent, j'avais plus de possibilité de consommer, mais j'aurais peut-être traîné encore quelques mois si ma femme n'avait pas mis les conséquences directement, quoi. Et puis après, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle m'a fait confiance déjà. Elle a pris parti de la relation que j'avais aussi avec la thérapeute. Elle s'est intégrée dans cette espèce de complexité qui fait que si on a réussi à être pendant 20 ans ensemble, et si elle a réussi à me supporter pendant 20 ans, c'est qu'il y avait peut-être aussi un peu de son côté à regarder, quoi. On parle souvent de dépendance et puis de codépendance.
Et puis, il y a la possibilité pour les personnes, les proches, les maris, les femmes ou les enfants, etc., qui sont patients ici à la métairie, de venir aussi puis faire des groupes de proches. Et puis elle a pris aussi l'option, comme je l'ai fait moi, de considérer la dépendance comme une maladie, et puis de savoir qu'il n'y a pas un traitement, mais une possibilité de se rétablir. Déjà, cette ouverture d'esprit, elle a changé beaucoup de choses, parce que c'est vrai que quand je dis que j'ai de la chance, j'ai pas mal d'exemples de personnes qui étaient avec moi ici en centre, et puis les personnes sont ressorties, et puis leur conjoint n'a pas du tout adhéré à ce concept-là, et c'était que lui qui avait la responsabilité, l'autre avait rien à faire, et puis ça s'est très mal passé, quoi. Et si on en est aussi aujourd'hui, avec notre famille qui se passe bien, avec la relation avec les enfants qui se passe bien, c'est aussi beaucoup grâce au fait qu'elle se rétablit de son côté, quoi. Donc voilà, il y a un équilibre qui est important, et puis il ne serait pas là s'il n'était pas en rétablissement non plus de son côté. Premièrement, je me dis que je suis hyper chanceux parce que j'ai gardé ma famille, j'ai gardé ma situation, j'ai gardé la vie, j'ai gardé la santé. Il y a bien d'autres personnes dans des circonstances pareilles qui ne sont plus là maintenant, qui est avec moi en groupe ici notamment. Et puis j'avais une vision qui était très pessimiste de mon avenir, parce que je me rendais compte que j'étais prisonnier totalement. Et puis je voyais un espèce de schéma de vie comme j'ai pu en voir autour de moi, et c'était assez sombre comme prévision. C'était pour autant que je survive, c'était sûrement divorcer, la boîte perdue, aux sociaux, enfin voilà. Et puis après, il est difficile aussi d'arrêter de consommer, je pense, dans ces circonstances-là. Et puis c'est assez fou parce que depuis tout petit, quand même, j'avais le sentiment qu'il y a un jour dans ma vie où j'allais devoir me rendre des comptes par rapport à mes fuites. J'avais quand même conscience de certaines choses, quoi. Donc, que j'étais pas dans la normalité par rapport à mes réactions sur la vie, par rapport aux gens qui m'entouraient. Et puis que je sentais bien que je tenais un petit peu l'édifice, mais qu'un jour ou l'autre il allait s'écrouler. Simplement, je n'avais pas imaginé que ça se passerait aussi rapidement. Maintenant, je suis en train de vivre une vie que je n'envisageais pas avant, qui se rapproche de la normalité. J'aime pas trop ce terme parce que qu'est-ce que la normalité? Mais il y a une grosse sérénité qui m'habite maintenant. Je suis plus du tout le même par rapport aux idées que je me faisais du bonheur déjà, qui étaient vraiment très matérielles, qui étaient de la possession, qui étaient de la jouissance personnelle, on va dire, des choses. Et puis en termes de maturité, quoi, je me rendais bien compte que j'évoluais plus. J'avais une absence de croissance de maturité. Et j'ai un petit frère qui est bien plus jeune que moi, qui a 12 ans de moins que moi. Et puis je le voyais me dépasser gentiment en termes de maturité. Et puis je redoutais que ce moment allait arriver avec mes enfants, qu'ils allaient gentiment au bout d'un moment aussi me dépasser en maturité. Et puis maintenant j'évolue, quoi. J'évolue avec eux. Il y a une complicité qui s'est installée avec mes enfants qui est super importante. Et puis autant il faut garder de l'autorité, mais c'est plus l'autorité malsaine d'un mec qui n'a pas confiance en lui et puis qui a tellement de casseroles à tirer, qui essaye de montrer que c'est lui le boss. Ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est un peu inespéré ce qui m'arrive maintenant. Ouais. Notre vie aujourd'hui, elle a changé du tout au tout. Moi, je pense que grâce aussi au rétablissement, donc je mets aussi le mien en avant parce que j'ai pas juste attendu que l'autre se rétablisse. J'ai pu vivre des projets professionnels différents, j'ai pu vraiment vivre de passion. Je me suis interdit pendant des années de vivre de quoi j'aimais, mais aussi par peur financière, par peur d'être mal perçue, par ma famille, enfin voilà. Maintenant, je vis de ma passion. Voilà, en fait, je crois que le fait de vivre le rétablissement, ça m'a ouvert l'esprit sur à quoi je servais sur cette terre, en fait.
Et j'ai 2 enfants que j'ai pas vu grandir, clairement, surtout pendant la dépendance active, mais la mienne aussi, surtout, parce que ben voilà, j'aurais dû être présente pour eux, je l'ai pas été. Enfin voilà, surtout avec mon fils, j'ai eu beaucoup de peur, donc il prenait tout. Et là, je réalise qu'ils ont 12 ans et 10 ans et que j'ai rien vu d'eux, quoi. Et j'ai envie de leur donner tellement de choses et je peux pas parce que on doit bosser, parce que voilà. Et on a on a cette immense opportunité de pouvoir changer de vie. Et pour moi, c'est une évidence. Il y a tout qui se met en place, c'est vraiment une évidence de pouvoir leur donner ça, qu'ils soient plus dans un système, mais que je puisse leur donner autre chose qu'un système qu'on veut nous donner. De vivre avec la nature, de vivre la vraie vie, pas juste emmagasiner de l'argent et puis faire un boulot que t'aimeras pas. Moi je dis tous les jours à mes enfants, mais vous pourrez choisir le métier que vous voulez, vraiment. C'est pas des paroles en l'air, vraiment. Faites ce que vous voulez. Essayez plein de trucs. Et voilà, ça n'empêche pas que j'ai des peurs, mais elles sont insignifiantes par rapport à l'évidence que c'est pour moi de vivre différemment. Alors, j'avais des rêves auparavant qui restaient vraiment sous forme de rêves. Et puis l'un d'entre eux était un espèce d'acte manqué, quoi. J'aurais vraiment voulu pouvoir voyager à l'époque, faire un tour du monde. Et puis du moment où j'avais ma situation avec une entreprise, avec des enfants, j'avais fait un peu le deuil de ça, je me suis dit que c'était pas possible. Et puis les barrières, elles étaient aussi la sécurité financière. Moi, j'ai toujours pensé ma vie en me disant qu'il faut gagner le plus de fric possible pour essayer de se faire une retraite confortable. Donc c'est aussi ce qu'on nous enseigne quand même beaucoup autour de nous malgré tout. Et puis j'ai choisi par défaut, comme beaucoup de choses dans ma vie, parce que la maladie est très, très présente et puis elle m'a empêché peut-être de prendre des choix que j'aurais aimé. Elle m'a fait choisir une profession qui est très confortable, mais qui n'est pas du tout quelque chose dans lequel je m'épanouis. Et puis maintenant, depuis que je suis en rétablissement, j'ai réussi à trouver le courage de lâcher ça, de lâcher cette illusion que je pouvais projeter sur de la sécurité financière, et puis de réaliser ce rêve de voyager, et puis de me donner l'opportunité d'être heureux au final, et puis de ne pas rester sur cette voie tracée qui m'apporte confort, sécurité matérielle, mais qui au final me fait passer à côté de ma vie, quoi. Et on a pour projet avec mon épouse et nos enfants de changer totalement de vie, et puis de partir voyager, faire un tour du monde au long cours, sur une durée qu'on n'a pas encore définie. Et ça, autant c'est effrayant parce que d'une certaine manière, je casse tout ce qui me servait de protection et de sécurité auparavant. Mais au final, c'est totalement enthousiasmant parce que c'est l'aventure. Et puis je vais de toute façon essayer de me diriger vers ce qui va pouvoir me satisfaire. Je ne sais pas encore exactement ce que c'est, mais je m'éloigne en tout cas de ce qui ne me satisfait plus maintenant. Et puis je sais que ce fonctionnement-là, il ne marche plus pour moi. Je n'arriverai pas à trouver mon bonheur là-dedans. Je vais gaspiller mes journées, je vais gaspiller mes années, et puis je vais me retrouver, pour autant que j'arrive en retraite, avec des gros regrets, quoi. Alors la différence par rapport à avant, c'est que maintenant je me dis ok, osons, on n'a qu'une vie, et puis on verra.